Une fois n'est pas coutume, Michel, nous sommes dans le métro pour cet épisode. Êtes-vous un usager fréquent du métro de votre agglomération ? Attention, en raison d'un incident survenu avec un voyageur, le trafic est actuellement interrompu sur l'ensemble de la ligne. Ah, je crois qu'il va falloir attendre le prochain épisode pour en savoir plus sur mes habitudes. Aujourd'hui dans Métropolitique, la résolution d'incidents d'exploitation dans un métro. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. Eh bien, le risque maximal, et particulièrement en tunnel, c'est l'incendie. Incident technique, incident humain, départ de feu, intrusion, tout est envisageable. Il arrive qu'après des pannes furtives, le système tombe en marche, c'est le contraire de tomber en panne. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Le ressenti des passagers, c'est toujours trop long, on ne sait pas ce qui se passe, c'est angoissant, on va être en retard. Oui, tout d'abord, le ressenti sera différent selon les circonstances. Un métro qui ne quitte pas la station, ça n'a rien à voir avec un métro arrêté en tunnel ou en viaduc. Et même dans ce dernier cas, si on devait hiérarchiser la gravité, on peut aisément comprendre que le risque n'est pas le même qu'en tunnel. À quel genre d'incident faites-vous allusion en minimisant le ressenti lorsqu'on est sur un viaduc ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut faire une petite analyse de risque. Un métro à l'arrêt en soi n'est pas en danger. Et d'ailleurs, bon nombre de dysfonctionnements se traduisent par un arrêt immédiat qui minimise les risques. Donc, le risque en tunnel ou en viaduc est ailleurs. D'accord, mais je repose ma question, à quel risque pensez-vous ? Eh bien, le risque maximal, et particulièrement en tunnel, nous y voilà, c'est l'incendie. Et en cas d'incendie, le danger vient non pas des flammes, mais des fumées qui asphyxient. On peut dire que la situation la pire est celle d'un incendie survenant à l'heure de pointe où des trains bien chargés se succèdent à faible intervalle sur les deux voies d'un tunnel. La rapidité de la prise de décision est cruciale, car l'incendie peut dégénérer rapidement. L'incendie dans le métro parisien qui tua 84 personnes à Couronne en 1903 est un traumatisme historique qui a sous-tendu ensuite toutes les démarches de conception, ainsi que les procédures en cas d'incident ou d'accident. Mais revenons à notre train arrêté, et en tunnel par exemple. Alors, s'il s'agit d'un train avec conducteur, celui-ci informera de ce qu'il voit et comprend le poste de supervision de la ligne, qui lui indiquera alors les consignes à suivre. Il s'agit d'élaborer une vision fiable de la situation, ce qui n'est pas toujours simple. C'est à ce moment que des messages vocaux sont adressés aux voyageurs et que leur précision ou leur imprécision peut agacer. Il est parfois difficile de jauger la situation. Incident technique, incident humain, départ de feu, intrusion, tout est envisageable. Prenons le cas d'une intrusion sur la voie entre deux stations. L'intrus a été signalé, mais le conducteur ne le voit pas nécessairement. Dès le signalement, le courant aura été coupé soit depuis le poste de supervision, soit depuis le quai, où quelqu'un aura tiré une barrette. On est alors dans une situation où les deux voies sont sans électricité et tous les trains sur cette section sont immobilisés. Le courant n'est alors pas coupé sur toute la ligne, soyons clairs. On coupe le courant car l'alimentation des métros se fait par un troisième rail au niveau du sol et que tout contact avec ce rail, sous 750 volts, est mortel. Et le temps commence à passer. Si l'intrus est signalé se dirigeant vers une autre section électrique, le courant sera coupé sur cette autre section. Et ce petit jeu va durer jusqu'à ce que l'intrus s'échappe à la prochaine station ou soit interpellé. Mais même dans ces derniers cas, il faut s'assurer que personne d'autre ne chemine dans le tunnel. On envoie alors un agent inspecter la partie de voie concernée. Inutile de vous dire que l'on parle alors de dizaines de minutes avant que le courant puisse être rétabli. Ensuite, dans le meilleur des cas, la barrette qui aura été tirée pour couper l'alimentation est retrouvée et remise en place par un agent. Sinon, il faut la remplacer temporairement, sous peine de ne pouvoir réalimenter. Le cas de la barrette tirée sans raison par malveillance et jetée sur la voie n'est pas rare. Eh oui. Alors, les intrusions à la voie, qu'elles soient volontaires, quel qu'en soit le motif, ou qu'elles soient accidentelles, sont la principale cause des retards d'une ligne de métro, du moins en ce qui concerne le métro parisien. Précision sordide, lorsqu'il s'agit de récupérer le corps d'un malheureux pris sous un train, le retard va se compter en heures, car il faut engager une procédure de relevage du train, éventuellement apporter les premiers soins, et je vous passe les détails. Ces intrusions sont réduites à zéro dans le cas de lignes de métro munies de portes au bord des quais, on appelle ça des portes palières,
ce qui est généralement le cas des métros automatiques. Mais pas nécessairement. À Lyon, une ligne de métro automatique n'a pas de porte-palière. Enfin bon, donc ne se prémunit pas des intrusions à la voie. Revenons au cas moins dramatique, a priori, d'un arrêt intempestif d'un train entre deux stations. Pourquoi la reprise du service nous semble-t-elle parfois si longue ? Eh bien, imaginons un arrêt intempestif dû à un dysfonctionnement de l'automatisme de conduite. Parce que même quand on est avec conducteur, il y a de nombreuses fonctions qui sont maintenant automatisées, et en particulier le contrôle de vitesse, les phases d'accélération, de maintien de vitesse, de freinage, etc. Si l'incident ne se résout pas de lui-même, il arrive qu'après des pannes furtives, le système tombe en marche, c'est le contraire de tomber en panne. Le conducteur reprendra la conduite en manuel jusqu'à la station suivante où on peut espérer que l'automatisme sera de nouveau fonctionnel. Là, les passagers n'ont pas eu le temps de s'impatienter, mais quelques minutes, néanmoins, auront été nécessaires. Vous ne nous avez toujours pas mis dans une situation qui s'éternise. Ah là, je vois que vous voulez du dramatique, vous allez en avoir. Le dramatique, on s'en approche lorsqu'il va falloir prendre la décision d'évacuer un train, car plus rien ne peut redémarrer simplement. C'est arrivé il y a peu, un an ou deux, sur la ligne 4 du métro parisien, pourtant récemment automatisée, et qui a été victime d'une superposition d'incidents qui, pris un par un, étaient finalement mineurs, mais dont la conjonction a conduit à des décisions inappropriées et finalement à l'évacuation de plusieurs trains en tunnel. Imaginez alors des trains bien remplis, à l'heure de pointe, forcément à l'heure de pointe, avec peut-être 800 personnes à bord de chaque train, et qu'il faille cheminer dans la pénombre, à la queue leu, sur un trottoir de 70 cm de large jusqu'à la station suivante, parfois située à 800 mètres par exemple. On est là dans une situation d'interruption de service qui peut durer des heures. Et qu'en est-il des petits arrêts intempestifs à répétition sur certaines lignes ? Alors ça, c'est la plaie d'un métro, parfois vieillissant, parfois pas assez entretenu, ou dont certaines opérations de rénovation ont été retardées. Ça peut survenir sur une ligne présentant par exemple des faiblesses d'alimentation électrique. Il se passe parfois des disjonctions intempestives, c'est-à-dire des ouvertures de disjoncteurs de cette alimentation qui provoquent l'arrêt des trains situés dans la section incriminée. Là, c'est voie 1, voie 2, les deux voies. Et la réalimentation peut prendre un certain temps parce que l'automatisme qui gère l'alimentation électrique va tester la ligne électrique pour voir s'il y a un court-circuit ou quoi que ce soit avant de pouvoir définitivement réenclencher et réalimenter. Et là, ça va se traduire par un message sibyllin aux voyageurs qui sert parfois à masquer une cause récurrente de défaut. Je ne montrerai personne du doigt en particulier. Vous voulez dire que quand on entend qu'il faut patienter pour régulation de trafic, parfois il s'agit d'un défaut de maintenance ? Ça peut arriver. Ça peut arriver parce que la régulation de trafic, finalement, c'est la conséquence, c'est le traitement de la cause, c'est le traitement du défaut. Il n'y a pas de panne de régulation de trafic. La régulation de trafic, les trains, ils ont une marche type, les conducteurs les respectent, ou s'il n'y a pas de conducteur, l'automatisme respecte strictement les intervalles, etc. Et donc, quand on entend le message pour cause de régulation de trafic, c'est qu'on va, au niveau du PCC, organiser la marche des trains de façon à retomber sur un intervalle le plus régulier possible, parce que vu du passager sur le quai qui attend son train, ce qui compte, c'est l'intervalle, c'est le temps d'attente. Là, je ne parle plus des personnes qui sont dans le train. Paradoxalement, quand on a un train qui commence à prendre du retard, on va retarder les trains qui sont devant lui. Ça peut paraître curieux, mais cette décision va conduire à réduire le trou qui se trouverait entre deux trains, puisque le train incriminé va moins vite ou est retardé. Donc voilà. Donc toute cette procédure de correction, ça s'appelle la retombe, comme retomber sur ses pattes, où on va donner des ordres de redémarrage ou de vitesse ou de restriction de vitesse aux conducteurs des trains qui sont devant et derrière le train incriminé. Et globalement, quelles sont les principales causes des incidents d'exploitation ? Comme déjà évoqué, sur des lignes sans porte-palière, ce sont les incidents dus aux voyageurs et en particulier les intrusions à la voie, quelles qu'en soient les raisons, volontaires, involontaires, les chutes, etc. Ensuite, on aura tous les incidents et pannes divers. Là, on est dans la technique. Alors, puisque je vantais les mérites des porte-palières, celles-ci, elles sont soumises à un régime de fonctionnement exigeant et en plus, elles sont exposées aux usagers qui peuvent vouloir renforcer l'ouverture ou la fermeture. On peut aussi avoir la boîte de Coca-Cola vide qui obstrue le rail dans lequel coulisse la porte-palière. Voilà, donc les causes sont multiples. Or, une porte qui ne se ferme plus ou qui ne s'ouvre plus correctement devra être neutralisée. Ça peut provoquer un arrêt momentané de l'exploitation, le temps qu'un agent vienne à pied d'œuvre pour fermer et verrouiller la porte. Ensuite, on aura les incidents dus au train, en particulier sur des générations vieillissantes comme ceux qui circulent sur la ligne 8 parisienne
Et tant que ces trains ne seront pas remplacés, eh bien les incidents continueront, c'est très clair. Et justement, sur de vieux trains ou des plus récents, peut-il y avoir une rupture d'un organe qui immobiliserait totalement la rame ? C'est rarissime, parce que les trains sont globalement très bien entretenus, du moins dans notre beau pays, mais on ne peut pas l'exclure. On a vu il y a quelques années un coffre d'équipement en partie basse d'un métro, sur la ligne 2 de Paris, qui s'est ouvert intempestivement et a heurté l'entrée du quai, la maçonnerie de l'entrée du quai. Ça a provoqué le déraillement du train. Alors, courant coupé immédiatement sur les deux voies, grosse peur à bord, quelques personnes blessées. Bon, on était à l'entrée d'une station, puisqu'on a tapé l'entrée du quai, et on était en viaduc. Donc, à la fois du dramatique d'un côté et du moins de l'autre. Mais le train déraillé rendait l'évacuation des passagers et leur cheminement à la voie très délicat. Et il a fallu attendre que des agents viennent encadrer la procédure d'évacuation et de cheminement jusqu'à la station qui était à proximité. Pour les passagers, plus de peur que de mal, à part quand même quelques blessés, et une évacuation qui a un peu duré. Là, on n'est plus dans les quelques minutes. Là. Pour l'exploitation de la ligne, c'est en journée d'interruption de trafic que ça s'est traduit. Ah, il semblerait que le métro puisse enfin repartir. Pour le prochain épisode, Michel vous répondrait aux questions des auditeurs. Si vous souhaitez des précisions sur les épisodes déjà publiés, n'hésitez pas à laisser en commentaire sur YouTube, Spotify, Apple Podcast vos questions. À bientôt dans Métropolitique.